Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, l'angoisse des Juifs de France. Moqueries, injures, agressions. 84% des 18-24 ans affirment avoir été victimes d'actes antisémites. C'est le résultat d'une étude publiée hier. La négation d'Israël comme État est une nouvelle forme d'antisémitisme. Déclaration d'Emmanuel Macron au premier jour de sa visite à Jérusalem. Alors que se passe-t-il dans le pays? Ce mal est-il incurable? C'est la question du grand débat ce soir. Le chant du coq, le bruit des cigales ou encore le tintement des cloches d'église. À l'approche des municipales, un député veut inscrire le bruit et les odeurs de la campagne au patrimoine rural. Alors pourquoi en sommes-nous à devoir faire une loi pour protéger l'essence même de nos terroirs? Nous poserons la question au député Pierre Morel à l'huissier qui porte ce combat. Et puis notre grand témoin ce soir est un vieux de la vieille en politique, longtemps chiracien puis sarkozyste. Il a failli cédé aux sirènes macroniennes à Paris. Aujourd'hui, il soutient Rachida Dati, sa meilleure ennemie. Claude Goasguen est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. Sans oublier une petite surprise à la fin de cette émission avec l'astronaute préféré des Français. Vous savez tout, c'est parti. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Claude Goasguen, bonsoir et merci d'être notre grand témoin. Merci. On a 1 heure à passer ensemble, beaucoup de sujets dans l'actualité. On va revenir sur la visite d'Emmanuel Macron en Israël et dans les territoires palestiniens, avec déjà quelques séquences mémorables. On parlera aussi de la campagne des municipales, mais on va commencer avec un sujet grave, avec ces nouveaux chiffres édifiants sur l'antisémitisme en France, le quotidien des Juifs est devenu plus que préoccupant. On en parle ce soir avec vous, Pierre Birnbaum, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes aussi sociologue, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous venez de publier La leçon de Vichy, une histoire personnelle, c'est au Seuil. Ouvrage dans lequel, pour la première fois, vous racontez vos années d'enfant juif cachés dans une famille des Hautes-Pyrénées. Vous êtes spécialiste de l'histoire des Juifs français. À côté de vous, Johanna Barras, bonsoir. Bonsoir. Déléguée adjointe à la DILCRA en charge de l'éducation. La DILCRA, c'est la délégation interministérielle chargée de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je rappelle que ça dépend du Premier ministre, ça dépend de Matignon. Marine Rosset, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes enseignante, professeure d'histoire-géographie et vous avez longtemps enseigné à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous travaillez aujourd'hui au conseil départemental du 93. Enfin, j'accueille avec plaisir Sophie Naoum. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes réalisatrice et depuis 3 ans, vous êtes lancée un peu dans une course contre la montre, un projet qu'on pourrait croire un peu fou. Recueillir la parole des derniers survivants de la Shoah en France. Il en reste une petite centaine. Ça s'appelle Les Derniers. C'est une série documentaire. On en verra un extrait, des programmes courts, plutôt destinés aux jeunes générations. C'est en accès libre sur YouTube. Et pour 5 épisodes, on peut aussi les voir sur France 24. Et vous en avez également fait un très beau livre, Les Derniers. C'est aux éditions Alizio. Voilà donc pour les présentations. Celui qui va, comme tous les soirs, ouvrir cette émission. Ce soir, il nous plante un état des lieux de l'antisémitisme. C'est Stéphane et son billet, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane Blakowski. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris ce soir. Vous venez d'en parler, si j'ai bien compris, il y a une montée de l'antisémitisme en France. C'est pas nouveau, il y a eu une manif il y a 1 an pour dénoncer ça. Et hier, il y avait un sondage paru à la une du Parisien, fait par l'IFOP, qui nous dit qu'1 tiers des Juifs qui vivent en France se sentent menacés quotidiennement. Ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, quand vous vous levez en France et que vous êtes juif, il y en a 1 tiers qui se disent mais on va m'emmerder simplement parce que je suis juif. Alors on peut se dire c'est du déclaratif. Peut-être que les juifs exagèrent, ils sont un peu parano. Et bon. En fait non, il y a aussi des chiffres, les chiffres de la DILCRA. Alors c'est un acronyme un peu compliqué, mais ça tombe bien, vous êtes de la DILCRA, donc vous nous dites ce que ça veut dire. C'est la délégation interministérielle, donc rattachée au Premier ministre. Vous exagérez, je viens de le dire. À la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et le H, c'est pour la haine anti-LGBT. Donc voilà, c'est rattaché au Premier ministre, donc c'est les chiffres officiels qui en font des statistiques, qui nous disent que donc en 2018, il y a eu 1063 actes antichrétiens, en légère hausse par rapport à 2017, mais assez stable. Il y a eu aussi 100 actes anti-musulmans. Alors ça, c'est le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Et puis, il y a eu 541 actes antisémites. Et là, ça représente une augmentation de 74% par rapport à l'année précédente. Donc c'est évidemment plus que préoccupant.
Alors, moi aussi, je trouve ça préoccupant, Myriam, mais alors, figurez-vous qu'on n'est pas si nombreux à trouver ça préoccupant. Non, Claude Guasguen, je vous assure. Dans le sondage de l'IFOP que publie le Parisien, tout n'est pas publié, mais il y a, si on regarde les chiffres complets, on a demandé aux Français, est-ce que vous êtes personnellement préoccupé par la montée de l'antisémitisme? Eh ben non. Non, la réponse est non, je vous laisse regarder les chiffres. 62% des Français ne sont pas personnellement préoccupés par l'antisémitisme. Et donc, nous, on est dans les 38%. Mais c'est comme si l'antisémitisme, finalement, était un problème qui concernait que les Juifs. Mais grosse erreur de penser ça. Mais non, mais de penser surtout pas ça. D'ailleurs, le président de la République était ce matin à Jérusalem et il a fait une déclaration sur le sujet. On l'écoute. L'ombre noire de l'antisémitisme se répand, renaît. Et cet antisémitisme revient à chaque fois que les démocraties sont malades, que les crises sont là, et ne concerne pas simplement les Juifs, mais notre destin commun, et pour ce qui est de la France, toute la République. Donc voilà pour le diagnostic présidentiel. Au fond, le retour de l'antisémitisme, c'est le symptôme de la crise démocratique. Exactement, Myriam. Je vais vous dire, les Juifs, c'est comme les canaris. Alors je sais, ça ne se fait pas de comparer les Juifs aux animaux. Il y a eu des précédents malheureux, mais attention, les canaris, c'est quand même pas des rats ou des pieuvres, comme dans les années les plus sombres de notre histoire. Puis en plus, c'est pas moi qui ai trouvé la comparaison avec les canaris, c'est le rabbin Delphine Orviller. On l'écoute. On utilise très souvent cette image du canari dans la mine, que vous connaissez peut-être. On dit que les miniers, lorsqu'ils voulaient savoir si une mine était condamnée, envoyaient des canaris. Lorsque le canari s'arrêtait de chanter, c'est que la mine était condamnée, qu'il y avait une fuite de gaz toxique. Et bien souvent, les Juifs ont joué ce rôle dans l'histoire lorsqu'ils s'arrêtent de chanter, lorsqu'ils sont menacés. Quelque chose qui les transcende et menacés. Alors d'où vient cet antisémitisme? Comment l'expliquer? Eh ben, on revient au sondage, puisqu'on est parti sur le sondage. On a fait une pause au milieu sur le sondage, on conclut sur le sondage, c'est logique. Alors, on a demandé justement aux Juifs, l'échantillon juif parle de l'IFOP, selon eux, quelles étaient les principales causes de l'antisémitisme en France. Donc c'est eux les premiers exposés, c'est logique qu'on leur demande d'où viennent les causes. Alors, numéro 1, l'islamisme. Bon, ça, on s'y attendait un peu quand même. 2002, on abat des enfants dans une cour d'école en France. 13 ans plus tard, l'hypercachère. Bon, voilà, on n'avait pas de grosses surprises. Numéro 2, les préjugés anciens. Bon, alors ça prouve qu'on n'a pas attendu les islamistes en France pour être antisémites. Ça existe depuis longtemps. Il y a un bon film de Polanski qui s'appelle J'accuse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon vous pouvez aller le voir. Numéro 3, sur le podium, l'extrême droite, qui doivent être un peu déçus, parce qu'ils ont longtemps été premiers, donc là, ils ont perdu la médaille d'or, mais en même temps, Marine Le Pen n'est pas antisémite, donc c'est normal qu'ils perdent un peu des places dans le classement. Puis après, pour les accessites, il y a en 4, les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est une occasion de se défouler, de faire son petit vomi quand on a une vie pourrie, de se venger, et donc souvent sur les Juifs. Puis en 5 arrive l'extrême gauche, qui est un peu le nouvel entrant dans le classement, parce que les Juifs ont sans doute le sentiment, ou ont éprouvé en tout cas, qu'on confond parfois antisionisme et antisémitisme tout simplement. Donc c'est l'heure de la conclusion, et vous le savez Myriam, la base de la pédagogie, c'est la répétition. Alors je vous le répète, quand les canaris arrêtent de chanter, eh ben, c'est que la mine va bientôt exploser. Donc c'est pareil pour les Juifs. Si on menace les Juifs, c'est que ça va bientôt exploser. Merci Stéphane. Il y a beaucoup de choses dans ce billet. Je vais commencer avec vous, Pierre Birnbaum. On va regarder à nouveau ces chiffres. Un tiers des Juifs de France, 34%, se sentent menacés dans leur vie quotidienne en raison de leur appartenance. C'est 6 fois plus que dans l'ensemble de la population. Alors on est sur du ressenti, si on prend ce chiffre-là, mais ça reste édifiant, non ? C'est au-delà du ressenti, puisque quand on regarde dans ce même sondage les chiffres sur les actions... 70%, j'allais y venir. C'est ça. C'est donc au-delà du ressenti, c'est la réalité des choses. Et ce chiffre est assez surprenant tout de même, que 70% de cette population ainsi définie de manière assez ambiguë, enfin la définition n'est pas très précise, est un chiffre immense et révèle la poussée de l'antisémitisme telle que la commission des droits de l'homme, du ministère de l'Intérieur, la révèle depuis longtemps. Alors, il y a une différence entre les actes et la poursuite, et les actes et la perception. C'est ça, hein, 70%, c'est les actes. Hein. Les actes, victimes d'actes antisémites au cours de sa vie, je précise. Et ce qui paraît important, c'est de bien souligner la distinction, parce que en réalité, très souvent, dans la perception, les choses sont moins fortes. Si l'on regarde ces rapports de la Commission nationale, on voit que les Français ne sont pas antisémites,
qu'ils acceptent tout à fait, je sais pas, à 80% que leurs enfants se marient avec des juifs, à 80% que le président de la République soit juif. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sondages qui montrent à quel point il y a une acceptation. En même temps, il n'y a jamais eu de président de la République qui était ça juif. C'est vrai, c'est l'idée peut-être. Ça n'est pas contradictoire. Donc la société française n'est pas antisémite. C'est ce que les sondages montrent que la population française, dans son ensemble, ne partage pas un grand nombre de préjugés. Pourtant, ces mêmes sondages révèlent à quel point les anciens préjugés, c'est-à-dire les juifs ont beaucoup d'argent, les juifs ont beaucoup de pouvoir, sont très présents. 60% à peu près dans ces sondages publiés par le ministère de l'Intérieur déclarent qu'ils ont trop d'argent ou trop de pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces préjugés et ce qui se passe aujourd'hui? Ce sondage dit plutôt le contraire. Parce qu'au fond, ce que montre ce sondage, c'est la peur du monde islamiste, enfin de nos concitoyens de culture musulmane, et au fond, la minoration très surprenante de la menace d'extrême droite. Il me semble que cette menace d'extrême droite est très forte. Ben, c'est les sondages, vous l'avez montré, on peut retrouver le chiffre, la proportion. Il me semble qu'elle est beaucoup plus présente dans les actes que dans la perception par les Juifs de France. Et si l'on regarde les rapports de police, alors, sur l'antisémitisme, qui ne sont pas diffusés, mais auxquels on peut avoir accès, on voit à quel point les actes d'origine d'extrême droite sont en progression. Je fais juste une petite incidente sur le. Il n'y a pas de statistiques ethniques puisqu'on parle en France de ce sujet-là. On se demanderait est-ce que c'est pas le nouvel antisémitisme. C'est du déclaratif. Mais en fait, en Allemagne, ça existe. Donc, il y avait un reportage sur France Inter que j'ai écouté aujourd'hui qui disait que 70% des actes antisémites en Allemagne sont commis par ce qu'ils appellent des blancs caucasiens. Donc, il n'y a pas forcément l'idée que ce soit rattaché à l'islamisme. Ça va dans le même sens. Et si vous comparez non seulement la situation allemande, mais la situation américaine, on voit que Pittsburgh, qui me paraît un événement considérable dans l'histoire juive, de siècle en siècle, c'est la première fois que 11 juifs sont tués aux États-Unis. On n'a jamais tué de juifs aux États-Unis, jamais. Dans l'histoire américaine, on a tué un juif en 1912 en tant que juif. Et là encore, ce sont des gens d'extrême droite qui viennent tuer des juifs. C'est-à-dire que ces sondages et ces travaux... une forme de décalage entre le ressenti et la réalité. En même temps, sur les juifs tués récemment dans les attentats, voilà, ça vient contredire c'est plutôt un peu le monde d'origine islamique qui se manifeste. Alors, Johanna Baras, il y a un autre chiffre, parce que quand on parle des 70%, c'est l'ensemble d'une vie, ça ne le relativise pas du tout. Mais quand on regarde la jeunesse, 84% chez les 18-24 ans, là, le chiffre explose. Et c'est beaucoup plus récent dans une vie. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, je voudrais, avant de répondre directement à votre question, revenir sur ce chiffre de 74% d'augmentation l'année dernière, qui n'est pas précisément un chiffre d'ILCRA, qui est le chiffre sur lequel se fonde la DILCRA, mais qui sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. La DILCRA, moi, la DILCRA travaille avec le ministère de l'Intérieur, bien entendu, mais ne produit pas directement pour mesurer ce qui se passe. Sur les jeunes, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. On a l'impression qu'il y a une génération qui est née comme ça, avec ça. Il y a une question. Qui ne connaît que ça, finalement. Il y a une question d'exposition évidente, puisqu'on parlait de la dimension quotidienne de ces agressions ressenties. Donc on parle du chemin de l'école, on parle de l'université, on parle de l'école, on parle de la possibilité d'être exposé à des phénomènes, y compris de groupe, y compris de harcèlement, qu'on a beaucoup vu. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière le mot acte antisémite, ça va quoi, de l'injure à la menace jusqu'à l'agression? Les chiffres distinguent les actes et les menaces de manière statistique un peu particulière, mais ça va effectivement des dégradations de biens qui peuvent être à la fois des actes et des menaces. Si on prend un tag, par exemple, c'est à la fois une dégradation, un acte, et en même temps, c'est de l'ordre de l'injure, de l'ordre de la menace. Ce sont des micro-agressions quotidiennes, des insultes qui ne sont plus cette fois-ci sur les murs, mais directement adressées à des victimes. Donc on parle d'actes, c'est important de bien le noter. On a une forme d'antisémitisme qui salit les murs de nos villes, qui s'en prend au cimetière, qui barbouille des murs d'élus parfois. Et puis, pas plus préoccupant, mais tout aussi préoccupant et extrêmement angoissant pour les gens, on parle d'agressions directes, physiques, qui peuvent aller de bousculades à du harcèlement répété. Et puis, évidemment, et ces dernières années en ont été malheureusement et de manière absolument dramatique les témoins, on parle aussi du pire et on parle aussi d'assassinats comme une série... Est-ce qu'on tue plus en France parce qu'on est juif qu'ailleurs? Parce qu'on pense à Mireille Knoll, à Sarah Halimi, on pense aux enfants de l'église, aux Aratora de Toulouse, on pense à l'hypercacher. Je pense qu'on ne peut pas faire ces comptabilités morbides. Pittsburgh fait un nombre de victimes qui fait
évidemment, qui transforme les événements. En tout cas, on tue en France parce qu'on est juif. On l'a fait à de bien trop nombreuses reprises ces dernières années. On le fait... ça témoigne d'une forme d'antisémitisme évidemment particulièrement violente et inquiétante. Et qui est, encore une fois, et je voudrais juste allez-y, rapidement, un point important et rapide sur le fait que ces agressions, évidemment, quand elles prennent ces formes les plus graves, elles ont des effets sur les personnes qui sont sans commune mesure avec des agressions qu'on dirait banales, en termes de destruction de l'estime de soi, en termes de conséquences psychologiques et physiques. On parle de choses qui sont extrêmement parfois graves. même en termes de dissimulation. Quand on regarde ce même sondage, et puis ensuite on parlera de l'école, 43% évitent certains quartiers, 37% évitent d'afficher des symboles, 33% évitent d'afficher un style vestimentaire, 25% de révéler leur appartenance. Pour vivre heureux, quand on est juif, vivons cachés ? Ces transferts de population sont un fait, quoi. À Paris, moi je vois bien, dans l'Ouest parisien, la population juive qui augmente d'année en année, parce qu'elle fuit en réalité d'autres départements qui sont plus difficiles. Le 16e, le 17e, le Valois, Neuilly, Boulogne sont en train de constituer en fait une espèce de refuge sans péjoratif de la communauté juive. On appelle ça l'alien intérieur. Oui, c'est ça, un petit peu, oui, c'est ça. Et qui fuit en réalité la Seine-Saint-Denis où les agressions sont... Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui viennent chez vous, pour le dire rapidement ? Ils ont peur, quoi. Ils sont partis parce qu'ils ont peur, ils ont la possibilité, comme en général ils ont des moyens, parce que tous ne peuvent pas venir. Ce sont des quartiers qui sont relativement chers, mais la peur, l'inquiétude. Moi, je voudrais signaler aussi que le phénomène d'antisémitisme est mondial. Et c'est vraiment la nouveauté. L'Angleterre connaît des poussées antisémites effrayantes. On l'a vu lors des dernières élections. Le parti travailliste tenant des propos par son leader, avec Jérémy Corbyn, qui sont véritablement des propos antisémites qui devraient être sanctionnés et qui seraient sanctionnés en France. Marine Rosset, quand on revient... Ils ont été soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Je ne voulais pas mettre Mélenchon au milieu. Moi, je vous aide un peu, forcément. Je sais Allez, pas dit, hein. Marine Rosset, parlons un tout petit peu de l'école, parce que sur ces 84%, sur les 18-24 ans, on se dit que forcément, c'est dans l'environnement scolaire qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Alors, moi, je ne peux apporter qu'un témoignage. Vous êtes là pour ça. Voilà, tout à fait. J'ai enseigné donc 8 ans en Seine-Saint-Denis, en collège et en lycée, et en 8 ans, je n'ai pas entendu ni été témoin de propos antisémites ou de difficultés, puisqu'on en parlait un peu avant l'émission, pour enseigner la Shoah et le génocide. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas eu de difficultés. 26%, je vous donne le sondage, ça c'est votre expérience, mais 26% des agressions physiques ont lieu dans un cadre scolaire, 54% des agressions verbales dans un cadre scolaire. Oui, alors je vous dis moi ce que j'ai... mais c'est intéressant aussi, je rappelle que vous avez enseigné à Drancy. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas parmi certains élèves, au collège ou au lycée. Moi, je n'en ai pas été témoin. Mais ce qui me paraît important de dire ce soir, c'est que je crois qu'il n'y a pas une véritable politique de lutte contre l'antisémitisme dans l'école et dans l'éducation nationale. On a longtemps cru qu'il suffisait de parler du génocide pour lutter contre l'antisémitisme, comme si le souvenir suffisait à effacer un subconscient français, un inconscient plutôt français. Et ce que je remarque aujourd'hui, et ce dont on manque à mon sens, c'est que l'antisémitisme prend une nouvelle forme. Sans doute chez des collégiens et des lycéens. Cet antisémitisme, il se nourrit de complotisme, d'obscurantisme, de vidéos. Et en face, on a des professeurs qui ont des relations pédagogiques en général de confiance, qui permettent de rétablir des vérités. Mais une fois qu'ils sont sortis de ce cadre-là, comment est-ce qu'on fait ? Et il me semble important que dans l'éducation nationale, on se questionne sur qu'est-ce qui aujourd'hui nourrit cet antisémitisme et comment est-ce qu'on fait pour lutter autrement que par l'enseignement de l'histoire. Parce que c'est une forme de racisme qui est particulière, qui se nourrit d'antijudaïsme, qui se nourrit d'antisionisme aussi. On va y venir. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites.
On va y venir parce qu'il y a des tentatives de légiférer, notamment sur l'antisionisme quand il s'agit de la négation d'Israël. Je me tourne vers vous, Sophie Naïm, et ensuite on ira justement écouter un témoignage d'enseignants pour rebondir. Ceux que vous rencontrez, il en reste une centaine. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent du moment qu'on traverse, les rescapés? Écoutez, moi, c'est vrai qu'en tout cas, quand on a tué des enfants juifs dans une école, j'ai été glacée. Et surtout glacée que personne ne descende dans la rue. Parce qu'il faut bien le reconnaître, les manifestations, il n'y avait personne. Ça n'a pas mobilisé. Et ça a été un de mes moteurs, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ces anciens déportés ont bien pu ressentir face à ça? Et en fait, en les rencontrant, si vous voulez, ce que j'ai découvert, c'est qu'en effet, et là, vous me tendez une perche, c'est qu'ils ne vont pas dans les lycées pour qu'on les aime, qu'on les voit comme des victimes et qu'on arrête de détester les juifs. Ce n'est pas du tout le propos. Ils vont dans les lycées pour alerter sur les mécanismes qui mènent à ça. Et force est de constater qu'ils sont désespérés face au manque de, si vous voulez, de prise de conscience de cet aspect-là. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les gens ne comprennent pas que quand ils viennent parler, c'est un message universel, c'est pas un message pour commémorer la mémoire des Juifs disparus. Bien sûr qu'il y a de ça, mais c'est pas leur objectif. C'est vraiment des gens qui sont très âgés et qui donnent toute leur dernière force pour aller expliquer cette sophistication de la machine nazie, la collaboration, enfin qu'ils ont été dénoncés par la voisine, qui était une femme très sympa, qui était copine avec la mère, que la collaboration, c'est des tout petits actes et qu'il faut s'en méfier. Quand ils sont pris aux juifs, j'ai rien dit parce que j'étais pas juif. Mais quand oui, ils sont pris aux communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Mais tout à fait. Social-démocrate. J'ai rien dit, j'étais pas social-démocrate. Et puis quand ils s'en sont pris à moi, il n'y avait plus personne pour m'aider. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'ils viennent dire, en fait, les déportés dans les écoles. Ils sont pas du tout victimaires, ils essayent pas de faire pleurer en disant « mais nous, on a souffert », c'est pas le propos. Justement, on va voir un peu plus tard un extrait de votre travail et de vos documentaires. On reste sur la question de l'école et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce que va dire Barbara Lefebvre, qu'a rencontré Maïté Frémont. Barbara Lefebvre, elle est à l'origine d'un ouvrage collectif avec de nombreux enseignants, Les territoires perdus de la République. C'était en 2002 déjà. Voici son témoignage, celui d'une ancienne enseignante. Au collège, il y a une part de provocation, mais il y a aussi une part d'antisémitisme culturel qui existait chez un certain nombre de nos élèves, surtout pour nous qui enseignons en zone d'éducation prioritaire. Et on était en première ligne confrontés à la résurgence de cet antisémitisme. Hitler n'a pas fini le travail. Il y en a que pour les juifs, évidemment, avec toute cette thématique de la concurrence mémorielle. Je peux vous donner un autre exemple aussi. J'avais un élève qui, quand je lui demandais de lire, quand le mot juif arrivait dans le texte, il s'arrêtait, il ne voulait pas lire le mot. Parce qu'en fait, il ne voulait pas le prononcer tout fort. Et je finissais toujours par... J'essayais d'insister. Et en fait, il riait en me regardant, en me disant « je ne prononce pas ce mot, parce que ce mot, c'est un mot sale ». L'histoire de la Shoah, si elle tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je dirais, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que si un élève, depuis la 6e jusqu'à la 3e, n'a jamais entendu parler de l'histoire du peuple juif, comment voulez-vous qu'il comprenne soudain qu'en Allemagne, en 1933, voilà, donc l'enseignement que vous allez dispenser est caricatural. Si vous voulez, si on n'explique pas l'histoire longue de l'antisémitisme qui prend ses racines dans l'antijudaïsme chrétien aussi et qui va se poursuivre avec l'antijudaïsme musulman, eh bien, les élèves ne peuvent pas comprendre cela. Les élèves des milieux populaires, c'est eux vers qui l'éducation nationale doit aller et c'est eux à qui elle doit dispenser une instruction qui soit la plus exigeante possible, et surtout en histoire, surtout en littérature. Et c'est là que la démission est la plus grave, la plus profonde, et tous les classements mondiaux le montrent. C'est ces catégories populaires qu'on a abandonnées, parce qu'on n'est plus dans l'instruction, on est dans le zapping et la vague éducation, et un petit peu dans le ludique. Pierre Birnbaum, comment vous réagissez à ce que dit Barbara Lefebvre? Au fond, on a trop mis sur l'enseignement de la Shoah une volonté d'en finir avec l'antisémitisme. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, Marine Rosset. Le devoir de mémoire, l'institutionnalisation de l'expression. Je trouve ça un petit peu choquant d'avancer cet argument. Je pense que c'est rappeler et enseigner ce qu'a été la Shoah est indispensable. Je ne suis pas absolument certain que ce soit la seule raison pour laquelle l'antisémitisme soit si développé. Et en particulier, je pense qu'il faut réfléchir à des formes d'antisémitisme différentes qui touchent différentes sociétés. Je pense que la France est confrontée à sa propre histoire et l'antisémitisme en France n'est pas le même, n'a pas la même structure que
que celui que l'on peut trouver dans d'autres sociétés. Je prends un exemple. Vous allez tout à l'heure diffuser l'interview du président Macron et l'incident d'Israël. Je pense que le fait que, immédiatement, dès que le président Macron a été élu, tout de suite, on a vu Rothschild, tout de suite, on a vu les Gilets jaunes qui s'en prennent à Macron, tout de suite, on a vu des caricatures antisémites diffusées, y compris par le Parti socialiste et par d'autres partis politiques. Que immédiatement l'association soit faite entre l'État, Rothschild, les Juifs. Cela n'existe pas dans d'autres sociétés comme l'Angleterre ou les États-Unis. Justement, l'Angleterre, si, on vient d'en parler avec Corbyn. Oui, c'est tout récent, mais j'en suis bien d'accord. L'extrême gauche dit capitalisme, colonialisme, religion. Ce que vous dites, c'est que les racines anciennes de l'antisémitisme sont toujours là. Et elle se mêle à d'autres. J'en suis bien d'accord, mais Corbyn, c'est pour la première fois dans l'histoire anglaise, ce type d'antisémitisme se fait jour. En France, ce n'est pas la première fois, c'est tout au long du 19e siècle. Il y a une spécificité propre à la France, et c'est aussi cet antisémitisme qui nourrit une forme de rejet. On le voit, par exemple, dans le sondage que je rappelais tout à l'heure, 60% des Français associent les Juifs à l'argent. Donc il reste ce type de croyance. Ce vieil antisémitisme d'extrême droite. Oui, bien sûr. Claude Goasguen. Moi, vous savez... Dans une carrière précédente, j'étais inspecteur général de l'éducation nationale et il y a eu de très bons rapports à l'éducation nationale qui a été fait là-dessus. Les choses sont très graves, hein. Faut pas vous tromper. Les choses sont très graves et violentes. Ça ne concerne pas que la Shoah, d'ailleurs. Vous parlez des croisades, c'est très difficile de parler des croisades dans un certain nombre d'établissements. Car vous avez des enfants qui réagissent très mal, qui sont même remontés par leur famille, et vous avez des incidents très graves avec les enseignants, très graves. Alors c'est très difficile d'avoir une comptabilité, encore qu'il y a un très bon rapport, je ne me rappelle plus le nom du rapporteur de l'inspection générale, il y a une dizaine d'années. Il y a eu un rapport Aubin. Voilà, c'est le rapport Aubin, très bon. Très inquiétant. Qui disait justement que voilà, et judicieux, les élèves juifs n'étaient pas en sécurité dans les établissements dans lesquels c'est une des raisons pour lesquelles ils partent d'ailleurs. Ça n'était pas lié uniquement à l'Île-de-France, hein, je le précise. Oui, bien sûr, mais là on avait de belles analyses sur les départements d'Île-de-France, qui sont un peu, ça va un peu mieux, mais le problème c'est que l'éducation nationale est une machine verrouillée et que l'information ne remonte pas toujours. Je sais que le ministre actuel essaye de faire remonter l'information. Elle est très difficile. Pourquoi ? Parce que le proviseur, souvent, ne donne pas toutes les indications à l'inspecteur d'académie, qui lui-même ne donne pas les indications au recteur, et ça ne va pas au ministère. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie, le proviseur, que son établissement soit dégradé, soit obligé, soit quelque chose que l'on jette, que l'on met au gémonique. Soit déclassé dans les classements. Mais c'est vraiment très grave. C'est très grave. Franchement, en plus, vous avez à côté, souvent de certains lycées, vous avez des imams qui mènent la bonne parole, à l'extérieur. Et je trouve que les professeurs sont très courageux. Marine Rosset, il y a des choses qui ont été faites quand même dans l'éducation nationale. Il y a des formations, notamment pour l'enseignement de la Shoah. Vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber ou qu'on vous accompagne ? Mais pas du tout. Et les questions que répète Madame Lefebvre, c'est des questions qu'on peut avoir, mais qu'on n'est pas obligé de tourner tout de suite comme de l'antisémitisme. Alors, évidemment, Hitler a fini Oui, c'est-à-dire que Hitler n'a pas fini le travail, oui. J'entends effectivement, mais dire il reste encore des juifs après ça, mais ça c'est des questions où il faut pouvoir avoir un dialogue avec les élèves. On peut pas dire à un élève de 3e tu es antisémite parce que tu as dit ça. Il est en situation d'apprentissage et effectivement c'est là où on apporte un éclairage sur la façon dont il faut formuler. Par exemple, je vous pose une question simple. Vous nous dites je n'ai pas été témoin d'antisémitisme dans ma classe. Oui. Après les attentats, qu'est-ce qui s'est passé dans la classe ? Alors, il y a eu deux attentats très différents. Vous parlez sans doute de l'attentat de Charlie Hebdo, qui a été celui qui a été sans doute le plus compliqué. Moi, dans ma classe... vous dites deux attentats, vous dites il y a Charlie Hebdo et Bataclan. Oui, c'est ça. Et l'hypercachère, non ? Non, mais... Non, mais il n'y a pas de difficulté avec... Voilà. Allez-y. J'ai eu un élève ou deux élèves qui étaient dans le complotisme, directement, en disant « mais ça n'est pas possible ». Et ça, il faut l'entendre, parce que pour certains élèves, ça n'est pas possible, qui sont qui sont de confession peut-être musulmane, j'en sais rien. Moi, quand j'ai des élèves en face de moi, qui ne peuvent pas entendre que
d'autres personnes qui partagent des co-religionnaires puissent commettre de tels actes. Et ça, je pense que c'est important qu'on Qu'est-ce que vous voulez dire par « il faut entendre » Parce que, évidemment, c'est le rôle de l'enseignant. Oui. Ça se traduit comment, il faut entendre dans la classe? On discute, oui. On déconstruit. On discute, évidemment. Évidemment. On est là. C'est comment on peut discuter sur l'antisémitisme. On discute. Vous avez discuter sur l'antisémitisme. Je veux dire quoi. On fait. Alors ceux qui sont pour se mettre de là et ceux qui sont contre se mettre là. Mais ça n'est pas ce que veut dire discuter. Et je pense que c'est. Il faut faire quand même attention à ce qu'est le rôle de l'école, à l'âge des élèves qu'on a en face de nous. Quand on parle du travail de l'école à l'égard de l'antisémitisme, il y a 2 sujets en réalité. Il y a la nécessité impérieuse de protéger les enfants à l'école, qui est une dimension qui, peut-être, a pris du temps pour être prise pleinement en considération, à la fois par l'éducation nationale et par l'ensemble de la société. Et ça, c'est une des dimensions des politiques publiques récentes du ministère de l'Éducation nationale avec la DILCRA, c'est de permettre aux enseignants, aux équipes éducatives, aux proviseurs que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir à la fois des possibilités de faire remonter les incidents, mais surtout, et c'est le plus important, d'être accompagnés en cas d'incident raciste ou antisémite, à la fois pour comprendre ce qui s'est passé, pour mettre des mots sur les choses, parce qu'une des difficultés, c'est souvent que ces incidents-là ne sont pas totalement niés ou oubliés, mais ils sont maltraités. Ils sont maltraités parce qu'ils sont traités comme des incidents banaux. Parce que quand il y a une insulte ou une bagarre, on va la traiter comme une insulte ou une bagarre, parce que c'est compliqué de se rendre compte que derrière cette bagarre, derrière cette insulte, il y a des préjugés, des stéréotypes, il y a une attaque sur ce que sont les gens, où il y a un phénomène raciste et antisémite. Donc ça, c'est un point très important sur lequel, aujourd'hui, l'Éducation nationale travaille à outiller les enseignants, les enseignants, les chefs d'établissement, et pour ça, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui s'appelle il y a une équipe nationale qui chapeaute ce travail-là, et une mise en œuvre par les équipes académiques Valeurs de la République. Donc la République met des moyens. Quand vous disiez, alors, je repensais à ce que vous disiez par rapport à vos élèves, et vous ne cherchiez pas dans la classe, bien sûr, à savoir qui était musulman ou pas musulman, à pas donc établir des discriminations, ce qui paraît normal, et en même temps, le fait de ne pas tenir compte de l'identité de chaque élève, de penser qu'ils sont tous sur le même modèle, c'est un élève standard, c'est nier un peu leur spécificité, notamment quand on est musulman. Quand on est dans une famille musulmane, dans les pays du Maghreb, le fait d'être antisémite est beaucoup plus répandu, c'est normal. Il sont des pays qui n'ont pas de relation avec Israël, qui considèrent qu'il y a une relation de guerre entre arabes et juifs, donc ça peut quand même être un truc qui, quand on arrive à l'école, dans un milieu où c'est à peu près naturel d'être en conflit avec Israël et donc avec les juifs, d'en tenir compte. Oui, j'en tiens compte, mais jamais ça ne m'a empêché d'enseigner. Beaucoup de choses. C'est ça ce que je suis en train de dire. Non, mais je veux dire, c'est quand même même expérience. C'est pas de la faute des enfants, ils n'ont pas du tout choisi ça, mais on est héritier de sa famille, de ses pensées, de son milieu. Et c'est souvent les mots qu'on entend dans la bouche des enfants, parfois, on sait que ça vient pas forcément d'eux, mais ça peut venir des vidéos, de la télé, excusez-moi, de leurs parents. Il y a plein de médias où ils ressassent, et l'école, effectivement, c'est une loupe de la société. Et c'est vrai que, d'ailleurs, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, met les réseaux sociaux comme principaux responsables, un lieu d'impunité à lire dans le Parisien. On va terminer. Je vous donne la parole juste après, Sophie Naoum, justement, parce que je voudrais montrer un extrait de votre documentaire, de cette série. C'est Robert que vous avez rencontré. C'est un épisode, une rencontre. L'un des rescapés, il raconte au fond que lui aussi, il est confronté à des négationnistes. Regardez. J'ai commencé à témoigner, surtout quand il y a eu les négationnistes qui ont commencé à déblatérer, à raconter que les chambres à gaz c'était pour l'époux, que c'était des décors de cinéma faits par les Américains, tout ça, c'était des racontards, que ça n'a pas existé. Ensuite, j'ai commencé à faire des témoignages. Mais en général, j'essaye de faire des troisièmes, des jeunes qui ont 14-15 ans, quoi, à peu près, quoi. L'âge que vous aviez? Voilà. Alors ça leur parle plus, quoi. Alors j'ai reçu des courriers, de lettres, de machins, de gosses et tout, en disant une lettre qui était très courte où le jeune a écrit « J'aurais pas voulu être à votre place ». Moi, c'était sincère. Une autre lettre où, dans la classe, on était 2 négationnistes. À la suite de votre intervention, je ne le suis plus.
Mais par contre, mon camarade, lui, il est resté. Voilà, des lettres comme ça, enfin. C'est incroyable ce témoignage. Sophie Naoum, au fond, qu'est-ce qu'ils ressentent après avoir témoigné face à vous? Avec moi? Ah, voilà. Parce que dans les cas, quoique j'en ai suivi plusieurs dans des lycées, d'ailleurs notamment Esther Senot à Sarcelles, c'était très intéressant. Ce qu'ils ressentent après avoir témoigné avec moi, je sais pas, c'est difficile, j'en ai vu 25, mais en tout cas, ce qui est très touchant, c'est qu'ils me remercient vraiment beaucoup. Et en fait, ça me fait plaisir, mais ça me fait de la peine aussi parce que j'ai l'impression qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été assez entendus. Alors, ils ont été écoutés, ils ont été entendus, mais ils ont vraiment ce sentiment de ne pas avoir été assez compris. Enfin, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'ils essayent, et puis, voyez, enfin, ils sont... Robert, dans l'extrait qu'on n'a pas passé, c'est qu'il dit que c'est pas toujours évident de témoigner à l'école. Parfois même, certains proviseurs lui disent c'est pas le moment de venir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un filtre qui se fait, c'est-à-dire certains professeurs sont à l'initiative des invitations de ces gens. C'est des rapports directs avec des professeurs extraordinaires qui les font venir, mais tous les professeurs ne les font pas venir. Et pour revenir à cette anecdote de Sarcelles, c'était une professeure extraordinaire qui accueillait tous les ans des déportés et qui s'efforçait de le faire. Et ça se passait merveilleusement bien. Et elle me dit, mais vous voyez ici, toutes les communautés, ça marche bien et tout ça. Et je lui dis, oui, en effet, mais vous avez beaucoup d'élèves juifs. Et elle me dit, écoutez, non, en 10 ans, j'en ai eu un. Donc, voilà. Enfin, c'est quand même pas par choix que tous les juifs ont quitté le lycée public de Sarcelles. Donc, c'est c'est un peu une course contre... Donc, je voudrais qu'on termine ce débat sur des pistes de solutions, si on peut utiliser ce mot. Il y a ce projet de loi, cette proposition de loi ici à l'Assemblée nationale pour pénaliser l'antisionisme. On entend le président de la République dire que nier l'existence de l'État d'Israël, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. On se souvient des injures Macron, il n'avait pas voté à l'encontre d'Alain Finkielkraut pendant le mouvement des Gilets jaunes, traité de sale sioniste de merde. Vous allez répondre. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là ou, au fond, la ligne de crête est trop ténue? Moi, je pense que la vraie question, c'est, à nouveau, c'est la question de l'État, et la question des pouvoirs publics. Et dans le sondage qui a été publié ce matin ou hier, on voit très bien à quel point les Juifs de France, comme la population en général, ne fait plus confiance, n'attend plus de l'État, ne pense pas que l'État puisse intervenir. On voit que l'État est tout à fait en bas de l'élément de la hiérarchie. Considéré comme impuissant. La première réaction, c'est de se plaindre au CRIF, donc une réaction communautaire. On n'a pas l'impression que c'est en se tournant dans les autorités qu'on va avoir une solution. Si je peux me permettre d'ajouter un mot. Allez-y pour conclure. Dans la société française, c'est l'État qui, depuis toujours, a protégé l'ensemble de ses citoyens. Et il se passe quelque chose depuis quelques années, c'est au fond la défiance à l'égard d'un État qui perd lui-même son pouvoir, son prestige, sa force d'action. Et on voit très bien que la seule confiance est donnée aux maires des villages, exactement comme l'ensemble des Français, aux associations. Les lieux de proximité. Aux lieux de proximité. Et c'est à la fois rassurant et en même temps extrêmement inquiétant, puisque depuis toujours, en France, dans la mesure où l'État joue un rôle fondamental dans la socialisation des citoyens, le déclin de l'État rend cette lutte extrêmement difficile. Et vous êtes d'accord avec ce sombre constat, parce que vous êtes député ici sur ce plateau, vous êtes le politique. Il faut dire les choses, nous n'avons rien voté sur cette question cette année, après le discours du CRIF qui laissait entendre beaucoup de choses. Nous avons mis des mois à discuter d'une résolution. Il n'y a pas la majorité ici. Proposition de loi sur la haine en ligne, proposition de loi sur l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir. Ça participe. Non, ça ne participe pas du tout. Le président de la République avait proposé de faire effectivement un acte politique fort qui pouvait être pénalisé. On n'y est pas arrivé. On n'a pas réussi parce que l'Assemblée ne voulait pas... Parler de l'antisionisme. Non, je parle de l'antisionisme. On n'a pas parlé de l'antisionisme. Une résolution a été votée. La résolution a été votée. On a copié la résolution du Conseil de l'Europe parce qu'on n'arrivait pas à se dégager d'une majorité à l'intérieur de... Monsieur le député, je ne pense pas que ce soit le point essentiel. Le point essentiel n'est pas l'antisionisme. D'ailleurs, le sondage le montre. Les Juifs de France ne craignent pas du tout cette question-là. Ils ne la redoutent pas. Elle est mineure dans le sondage qui a été provoqué. C'est lié. C'est lié. Peut-être, mais c'est plus poli de dire qu'on est antisioniste qu'antisémite. C'est une question importante, ça n'est pas essentiel. On est obligé de s'arrêter là, je suis désolée. On reviendra, et d'ailleurs c'est malheureux, sur ces questions dans d'autres débats. Vous restez avec nous, Claude Goasguen. Je vais vous faire écouter, le chef de l'État. Regardez, il va vous faire penser à quelqu'un.
We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me, I can tell you, okay? So everybody respects the rules. Please. Voilà, nobody provoque nobody. Il parle mieux que ça d'habitude en anglais, le président. Oui, on a l'impression qu'il a même imité l'accent français de Jacques Chirac. Bon, c'est de la com? Ben oui, bien sûr que c'est de la com. Mais c'est de la com qui n'est pas utile. Franchement, j'aime bien le président, je discutais plusieurs fois avec lui de l'antisémitisme. Ce qu'il a fait ne permettra pas d'améliorer les choses. Vous parlez de cet incident-là? Oui, absolument. Parce que... Mais vous connaissez le lieu, hein, c'est je connais le lieu, bien sûr, je connais le lieu. Territoire français, oui, dans le quartier chrétien du Vieux-Jérusalem. Il faudrait quand même pression, expliquer... dit-il. Je l'avais dit avec Jacques Chirac. Des services israéliens de sécurité. Pression, mais enfin... Mais Israël n'est pas un État comme les autres. Israël est un État où il y a des attentats tous les jours, où le problème de la sécurité est un problème majeur. Et il est toujours très facile de dire « faites attention », non. Donc pour vous, il raconte quelque chose, cet incident, dans la relation entre la France et Israël? D'abord, je trouve que c'est une com' un peu facile à l'égard de ce qu'a fait Jacques Chirac. Je n'ai pas le sentiment que le président de la République ait fait un effort pour Israël. Je ne crois pas qu'il veuille en fait faire une politique pro-israélienne. Eh bien, il a tort. Il a tort car la France a un grand rôle à jouer pour la paix. Et la paix, ça signifie rapprocher Israël de ses voisins, plutôt que de faire des oukases. Vous dites qu'il est anti-israélien, Emmanuel Macron? Mais pour le moment, le président de la République n'a pas fait un geste. Il n'y a pas eu de visite officielle. C'est pas une visite officielle, hein. Il n'y a pas eu de visite officielle d'État du président de la République en Israël. Bon. Je vous rappelle que Mitterrand avait fait sa première visite. Demain, en tous les cas, même Sarkozy si ce n'est pas une visite officielle, le monde entier, les chefs d'État du monde entier seront Mais moi, j'aurais voulu que à Jérusalem le pour les président 75 ans. aille en Israël. Bon, il y est en tout cas physiquement, mais j'entends votre argument. Vous attendez quoi, au fond, des images et des mots qui seront prononcés demain pour cette cérémonie des 75 ans de la libération des camps? Écoutez, je vais dire quelque chose de très insolent que j'ai dit au président de la République. Les Juifs qui sont morts en Europe n'empêche pas que l'on doive s'occuper des Juifs qui sont en Israël. Et je trouve que c'est très bien de faire ce qu'on a fait sur Auschwitz, et c'est très très bien. Mais je trouve qu'on ne se... Vous parlez des Juifs israéliens? Oui, je parle, oui, parce que... Ce ne sont pas des ressortissants français? Mais oui, non, oui, ce sont des Juifs. Quand on parle des Juifs, j'entends qu'en Israël, je lui ai dit d'ailleurs, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des Juifs en Israël? Car on parle toujours d'Israël, mais jamais des Juifs d'Israël. Mais les Juifs d'Israël sont soumis à des pressions considérables. Donc là, vous parlez de la géopolitique. Je voudrais que le Quai d'Orsay change un peu de politique. Ça fait des années que je le dis. Je trouve que nous avons tout à gagner à avoir une politique beaucoup plus ouverte. La politique arabe de la France, c'est quand même passé. Oui. Hein, Laurent Fabius a tourné la page. Pas trop. Bon. Ok, allez, on parle un peu de Paris, parce que sinon, on ne va pas avoir assez de temps. Il reste une droite parisienne, parce que votre candidate... Il paraît. Même déchirée. Écoutez, alors elle monte. C'est une surprise. Moi, vous savez, je n'étais pas très bien avec Rachida Dati, avec qui j'ai toujours eu des rapports difficiles. À couteau tiré, même. À couteau tiré. Et je trouvais que Rachida Dati, au mois de septembre, avait du courage. Car vraiment, je m'attendais à un désastre. Et je me suis dit, si on n'a pas de candidat républicain à Paris, alors là, il vaut mieux partir et rentrer chez soi parce qu'il n'y aura plus de droite. Vous croyez vraiment qu'elle peut gagner? Elle n'a pas de réserve de voix au deuxième tour. Qui sont ses alliés? Moi, je pensais qu'on ne fait même pas 10% en fonction des résultats des européennes. Elle fait une très bonne campagne. Et je le dis vraiment parce qu'elle est une personnalité qui incontestablement a mûri et qui marque dans un climat politique qui est très, très terne. Parce que vraiment, on ne peut pas dire que ça soit d'une intelligence folle, la campagne parisienne pour le moment. Et sa personnalité est passée. Et elle est passée d'autant mieux que pour la première fois, j'ai l'impression que la droite existe dans les arrondissements du nord de Paris. Pourtant, la droite parisienne, elle reste divisée. Hein. Il y en a chez Griveaux aussi qui sont partis. Oui, mais enfin, ceux qui sont partis, ils sont partis. On n'en parle plus, c'est plus la droite, ça. C'est sans marche. Y compris dans le 16e arrondissement, c'est divisé. Non, c'est pas divisé. Non, il y aura une liste. Une liste LR, il n'y aura pas de division. Les autres partiront. Mais il y a d'autres listes à droite.
Oui, il y a toujours eu des listes à droite. Mais dans votre arrondissement aussi. Mais bien sûr. Là, moi, quand j'étais candidat aux dernières municipales, j'avais 4 listes dissidentes. Il y a deux femmes qu'on va beaucoup regarder, donc c'est Rachida Dati et Anne Hidalgo. Oui. Elles s'entraident un peu dans cette campagne. C'est ce que dit Benjamin Griveaux. Oui, Benjamin Griveaux a tout intérêt à le dire. Mais franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai encore entendu Rachida ce matin. Elles se connaissent de longue date. Elles sont même copines. Aussi, on se connaît tous. Ça fait 20 ans qu'on est au Conseil de Paris ensemble. Et nous n'avons pas d'animosité. Je n'ai pas d'animosité à l'égard d'Anne Hidalgo. Je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais je n'ai pas d'animosité. Le problème, c'est de savoir montrer aux Parisiens que l'on veut le changement. Alors, on nous dit, Rachida Dati est passée à 19%. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que d'être à 12%. Or, je m'aperçois qu'en réalité, dans cette affaire, c'est Griveaux qui a fait l'erreur. Parce que Griveaux s'est fondé sur les résultats des européennes. On lui a dit, c'est pas la même chose. Et maintenant, il s'écroule. Eh bien, écoutez, chacun son problème. Il n'a pas encore perdu, il reste 2 mois. 15%. Bon, allez, vous êtes parisien, Claude Goasguen. Le bruit et l'odeur de la campagne, ça ne vous gêne pas? Ah non, au contraire. Parce que figurez-vous, pour certains néo-ruraux, eh bien c'est un problème. Le député Pierre Morel à l'huissier veut en finir avec les actions en justice de ceux qui ont quitté la ville. Il nous rejoint dans un instant. Regardez d'abord ce reportage tourné en Alsace, le crottin de la discorde. C'est signé Rahabika. Là, on voit où il crotte, regardez. Là-bas. Ce crottin, Madame Holler ne le supporte plus. Ce cheval de trait vit et fait ses besoins un peu trop près de sa maison d'hôte, si près qu'elle n'en peut plus de subir les odeurs, mais pas seulement. Oui, nos hôtes se plaignent des mouches surtout. Bon, quand on mange sur la terrasse et qu'on est assailli par les mouches, c'est pas très agréable. Et c'est normal qu'ils crottent, mais il faut les ramasser. Excédée, elle saisit la justice en 2015. Déboutée en première instance, elle fait appel. La Cour lui donne finalement raison. Verdict, les viticulteurs devront ramasser les crottins, payer 2 000 € pour frais de justice et reculer leur clôture de 15 mètres. Moi, je suis contente. Je suis contente. Les Usselins s'apprêtent à exécuter leur condamnation, la mort dans l'âme. Tu t'es roulé dans la terre, toi, hein? Oui, tu t'es roulé dans la terre. Voilà, d'ici mercredi, donc dans 2 jours, on va mesurer, pour être bien précis. On va mesurer les 15 mètres par rapport à leur clôture. On va tirer 15 mètres et puis on va faire un petit périmètre interdit au cheval. Cette viticultrice en biodynamique depuis 25 ans ne comprend pas le jugement de la cour d'appel. C'est entretenu, vous voyez autour de vous, c'est pas un champ de bataille. C'est un pré, c'est un verger agricole. C'est pas un golf. On va pas enlever les vers de terre ou le micro morceau de crottin qui est à côté de mes pieds. C'est au contraire, c'est ça qui fait qu'il y a une vraie vie dans le sol. Des querelles de voisinage comme celle-ci, le maire du village y est de plus en plus souvent confronté. C'est des choses qui, aujourd'hui, prennent beaucoup plus d'ampleur que ça ne pouvait en prendre. Dans le temps, il n'y avait pas ce genre de choses. On ne retrouvait pas ces conflits de voisinage comme on le trouve aujourd'hui. Les gens acceptaient, il y avait, d'ailleurs, les viticulteurs avaient non seulement des chevaux, mais ils avaient souvent des vaches à la maison, parce que ce n'était pas la viticulture d'aujourd'hui. Et il n'y avait jamais de problème. Moi, je vois que ça va crescendo, vraiment. Les gens ne supportent plus quoi que ce soit. L'affaire du cheval Sésame a suscité l'indignation de plusieurs maires ruraux. Une pétition de soutien aux viticulteurs a même récolté plus de 16 000 signatures. Vous le connaissez, le cheval Sésame, Pierre Morel à l'huissier ? Je connais du moins l'histoire ou l'affaire. Et c'est scandaleux quand vous voyez qu'on nous gêne à ce niveau-là, quand on pense qu'il y a des gens qui veulent éradiquer les cigales en Provence. Bon, on va y venir. Bonsoir d'abord et bienvenue. C'est vous qui portez cette proposition de loi. Vous êtes député les Républicains du Bas-Rhin et bienvenue à Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Ces sujets vous tiennent à cœur également puisque vous avez signé cette proposition-là. Il n'est pas du Bas-Rhin. Lozère. Pardonnez-moi. De Lozère, la Lozère. C'est très beau, la Lozère. Pardonnez-moi. Comment on peut comprendre qu'on en arrive là, à faire une loi pour protéger le chant du coq, le chant des cigales? Ça semble incroyable. Dans votre reportage, il y a le terme intolérance. On est de plus en plus intolérant par rapport à ce que les autres veulent faire. Et les activités agricoles, la vie des autres, le milieu rural, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est.
Alors on croit que dans la nature, il y a le silence, les petites fleurs, mais il y a aussi de l'activité, il y a des bruits et des odeurs. Et ça se mérite, la campagne. Ça se mérite, la campagne. Est-ce que les maires les maires ruraux sont vraiment submergés de plaintes? Les maires sont à portée de gifles, ça se dit. Oui, c'est vrai. Et je l'ai été pendant 17 ans. Vous faites le juge de paix. Les problèmes de voisinage, c'est à longueur de temps. Les conflits d'usage de sol, ça devient impossible. Un âne, un coq, des cigales, des criquets, fait tout. Même les abeilles. Les déjections d'abeilles, c'est du pollen. C'est ce qui permet de faire du miel. Il y en a un qui dit qu'il faut supprimer ça. Donc il y a unanimité, on l'imagine, pour voter votre proposition de loi. Oui, elle est très importante, la proposition de loi. Moi, je qui suis dans les villes, les tribunaux ont une jurisprudence qui est très inquiétante, parce que les tribunaux font de on le plus voit en avec plus de réserves. le cheval Sésame. Et vous avez eu raison de déposer une loi, parce que la loi, ça va calmer la jurisprudence. Mais il y a deux façons de voir. On aurait pu se dire, mais on ne va pas faire une loi pour ça. Sauf que moi aussi, qui suis un élu rural, je dirais, on est obligé. Bien sûr. Et d'autant plus que on a, je dirais, avec des mètres carrés très chers dans les centres-villes et dans les métropoles, on a accueilli des gens, mais à bras ouverts dans la ruralité, bien sûr. Mais qui n'ont pas la culture. Alors c'est qui ces gens? Juste expliquez-nous. C'est qui ces gens qui se plaignent? C'est des bobos parisiens qui s'installent à la campagne? Faut pas caricaturer. Mais c'est des gens qui n'ont pas la culture de la campagne. Et donc, ils veulent imposer, je dirais, un mode de vie. Par exemple, vous avez le bourg, vous allez avoir des hameaux ou une maison qui est à 3-4 km du bourg, ils veulent la lumière jusqu'à chez eux. Ils se disent, mais comment ça? Je suis venu au village, mes enfants ne viennent pas les chercher à la porte de chez moi. Vous leur demandez très clairement de se boucher le nez. Mais simplement, c'est pas ça. D'abord, ça a une bonne odeur. D'abord, ça a une bonne odeur quand c'est naturel, d'accord? Et donc, c'est moins polluant que les pots d'échappement dans les villes. Non, mais vous avez des maires, vous avez 400 maires aujourd'hui, qui ont fait un panneau. Ici, il y a des coqs, des poules, des brebis, des choses. Si vous ne voulez pas, passez votre chemin. Passez votre chemin. D'accord. Mais à quel moment, vraiment, ça semble un peu étrange, une plainte, elle devient recevable? En gros, si le chant du coq vous déplaît, vous pouvez aller devant les tribunaux. Bien sûr. Le tribunal, maintenant, c'est le tribunal judiciaire, c'est le tribunal d'instance. Il y a des condamnations. C'est les petits, beaucoup de condamnations. Procès. Oui, parce que le juge analyse, il regarde l'intensité, la répétition du bruit, de l'odeur, et puis... Par rapport à la propriété. C'est très compliqué, subjectivement, c'est très compliqué. Alors concrètement, pardonnez-moi, Richard Ramos, allez-y. Non, mais ce qu'on manque, c'est quand même du bien vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on réglait de façon, je dirais, à l'amiable, mais même pas à l'amiable, encore mieux que ça, dans la bonne entente. Aujourd'hui, c'est tout de suite, on va au tribunal. On voit bien qu'il y a une espèce de durcissement. Et donc, il faut retrouver le vivre ensemble. Et comme on a des communes rurales qui sont devenues, pour certaines, des dortoirs, ça veut dire que finalement, on n'a pas co-construit l'esprit village. Et donc, à la fois, comme on n'a pas réussi à reconstruire l'esprit village, eh bien, on est obligé d'en passer par la loi, en espérant quand même qu'on retrouve l'esprit de village un peu partout. Alors, il faut nous expliquer, vous allez faire quoi précisément dans ce texte? Simple. Vous allez recenser tous les bruits et toutes les odeurs de la campagne? On modifie un peu le code de l'environnement pour intégrer la notion de son et d'odeur, et on crée, vous avez les inventaires régionaux, les inventaires patrimoniaux, et on intégrera ces éléments. Mais qui va le faire? Qui fera la liste? C'est les services régionaux, c'est les services. Ce sont les régions qui maintenant, au niveau de décentralisation. Très bien fait. Et là, on va construire un inventaire. Et quelqu'un qui arrive dans un territoire et qui se plaît, il y aura une antériorité d'une reconnaissance patrimoniale sensorielle. C'est ça, c'est la notion de patrimoine sensoriel qui va permettre, au fond, comme par exemple l'UNESCO protège la gastronomie française, là on aura le patrimoine rural qui sera protégé. Et si l'UNESCO veut le protéger, c'est encore mieux d'ailleurs. On pourra avoir en préambule dans le plan local d'urbanisme, on pourra rajouter. C'est-à-dire que, non mais quand quelqu'un achète un terrain sur une commune, et on pourra lui dire, regardez, attention, là, il pourra y avoir on pourra le mettre dans le plan local d'urbanisme. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller au conflit là où il n'y a pas besoin d'avoir des conflits. Alors, je pense que... et puis, comment vous dire? Je pense que c'est l'esprit français. Et vous savez,
moi, j'étais pour qu'on garde, par exemple, même à Paris, quand on allait au bistrot avant, on avait le bruit du percolateur qui broyait le café. Maintenant, on l'a plus. C'est-à-dire, le bruit, c'est pas quelque chose de toujours négatif. Le bruit, c'est quelque chose qui répond à un imaginaire. Moi, dans un bar, j'aime le bruit du percolateur quand un café se fait. Et donc, ça veut dire que il faut garder ça, parce que c'est pas déshumaniser la société. Exactement. Ni la campagne. Donc, le crottin de cheval Sésame, il sera protégé. Et oui. Et le juge aura une base juridique. Après, ça n'interdit pas le recours. S'il y a un bruit malicieux, une tronçonneuse à 7h du matin, une tronçonneuse, non. Voilà. Mais qu'on respecte la réalité intrinsèque de la réalité. Donc vous n'avez aucun doute, ce texte sera adopté. Oui. Unanimité, la majorité, et même les Parisiens, tout le monde est là-dessus. Franchement, enfin une loi utile, nous dit Claude Goasguen. Tous les groupes et ministère de la Culture, tous les ministères, toutes les administrations et le Conseil d'État qui a donné un coup de main. Bon, écoutez, affaire à suivre, c'est la semaine prochaine, le vote. On va suivre ça. Merci, messieurs. Vous restez avec nous parce qu'il est temps de retrouver Valérie Brochard pour sa chronique et sa journée très spéciale. Vous allez le voir à l'Assemblée. Où est-elle, Valérie, ce soir ? Oui, Myriam, je suis actuellement à 408 km de la Terre en direct de la Station spatiale internationale, mais j'arrive tout de suite pour vous parler de l'espace. Magnifique! Merci Valérie. Quelle entrée, des effets spéciaux. La vitesse d'une fusée. Voilà. Même plus. Alors, quel rapport avec l'espace? Eh bien, figurez-vous, Myriam, qu'aujourd'hui, la Commission des Affaires étrangères organisait une table ronde sur l'espace et ses enjeux scientifiques, stratégiques, industriels et environnementaux. Marielle de Sarnez, la présidente de la Commission, voulait installer un cadre de référence pour tous les travaux à venir sur cette nouvelle frontière qu'est l'espace, de la surveillance des satellites à la gouvernance du cosmos, un champ infini de questions s'est ouvert ce matin. Et pour y répondre, la Commission avait invité monsieur Thomas Pesquet, 10e Français affecté à un vol dans l'espace. Figurez-vous qu'il m'a accordé quelques minutes. Eh bien, les voici. J'ai entendu la présidente de la Commission parler de géopolitique de l'espace, même de désamorcer certains antagonismes. On en est là, c'est le début de la guerre des étoiles? Non, c'est pas le début de la guerre des étoiles, mais ce dont on se rend compte, c'est que l'espace, ça devient un terrain de plus en plus stratégique, en fait. C'est pas un champ de bataille, mais c'est un endroit où peuvent s'affronter des logiques publiques-privées, par exemple, ou des logiques d'appropriation ou de partage, des logiques de militarisation ou de maintien de la paix, des choses comme ça. Donc c'est de ça qu'on est venu discuter. Le fait que l'Assemblée nationale s'intéresse à ces questions-là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le fait que plus tard, il y aura peut-être un ministère de l'espace? Vous serez peut-être un jour ministre de l'espace? Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il y aura un ministère de l'espace, mais on s'occupe déjà au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche des questions de l'espace. C'est des choses qui sont suivies de près. Parce que l'espace, c'est par nature international. C'est évidemment un milieu où il n'y a pas de frontières. Donc quoi qu'on fasse dans l'espace, on va être confronté au survol d'autres territoires et peut-être à une compétition ou une coopération avec d'autres États. C'est important de suivre ça de près, je pense. On parlait aussi pendant cette table ronde d'exploitation minière de certains astéroïdes. Ça veut dire qu'on en est déjà là? Il y a des mines sur Cérès, sur Davida? Non, pas encore. Alors c'est encore de la science-fiction, mais on s'y prépare. De toute façon, c'est ça notre travail à nous, je pense, techniquement, c'est d'être prêt à des choses qui vont arriver dans 20 ans, dans 30 ans peut-être. Les cycles de développement sont comme ça dans le spatial. On essaie d'innover, d'être à la pointe pour des missions qui vont durer longtemps. Ça veut dire que nous, on connaîtra ça, nous, de notre vivant? Ah oui, c'est tout à fait possible. Après, je prédis pas l'avenir, mais c'est tout à fait possible. Du moins, c'est ces cycles de temps-là dont on parle. Les prochaines étapes, c'est l'ISS, si j'ai bien compris, à l'été 2021, puis la Lune, puis Mars. Vous m'emmenez? Alors l'ISS, puis la Lune, puis Mars, si je fais les trois, j'aurai beaucoup de chance. L'ISS, on va y travailler très très fort. Ça, c'est à peu près du futur proche, donc ça devrait bien marcher, on espère. Toujours un peu hypothétique dans le spatial. Ensuite, la Lune, c'est pour, on va dire, la décennie 2020-2030. On espère avec des Européens, pourquoi pas un Français, une Française, évidemment, parce qu'on va aussi sélectionner des nouveaux astronautes. Donc du coup, tout ça pour dire, je ne sais pas si moi je vous emmènerai. Par contre, vous pouvez vous inscrire à la sélection et on essaiera de prendre le plus grand nombre de personnes parce que c'est pas avec moi que cette histoire s'arrête. Elle va continuer. Bon, je vais tenter ma chance. Alors, merci beaucoup, Thomas Pesquet. Merci. Voilà, quel feeling entre vous deux. Vous avez vu ça, Myriam. On est inscrites. Je nous ai inscrites toutes les deux. Moi, je suis candidate. Voilà, direction les étoiles bientôt. Vous l'avez déjà rencontré, Thomas Pesquet? Oui.
Ça vous intéresse Oui, ce sujet j'étais là ce matin. Et oui, mais elle m'a pas vu parce qu'elle voyait que Bien sûr. Oui, je l'avais dit que pour Thomas Pesquet. Difficile, hein. Quelle concurrence quand même. Bon, Voilà, merci beaucoup. Merci Claude Guasguen d'être venu Merci à vous. sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée et à demain.